À moins de 2 semaines de l'échéance pour lever les tarifs sur l'acier et l'aluminium, le président américain Donald Trump vise un autre métal. On s'occupe du cuivre aujourd'hui. Je pense que le tarif sur le cuivre sera de 50%. À moins de 2 semaines de l'échéance du 21 juillet fixée par le Canada pour un accord commercial, le président Trump ouvre un nouveau front. Cette fois, c'est le cuivre. Dans une annonce surprise, il a confirmé que les États-Unis imposeront un tarif de 50% sur les importations de cuivre, l'ajoutant à une liste croissante de métaux déjà frappés de droits de douane pour des raisons de sécurité nationale sous la section 232. Acier, aluminium, bois d'œuvre et maintenant cuivre. Cette escalade ne concerne pas seulement le commerce. C'est une question de levier. Et une fois de plus, le Canada se retrouve pris dans le feu croisé d'une stratégie principalement dirigée contre la Chine, mais qui touche les alliés les plus proches de l'Amérique. Le Canada produit une bonne quantité de cuivre, mais en envoie beaucoup en Asie pour le traitement avant qu'il n'entre aux États-Unis. Cela va certainement nuire à certains secteurs de l'économie canadienne et pourrait retarder un peu la conclusion d'un accord avec les États-Unis. Ce tarif sur le cuivre s'inscrit dans un schéma familier de la seconde présidence de Trump. Pression d'abord, négociation ensuite. Au cours du dernier mois, son administration a envoyé des lettres tarifaires à plus d'une douzaine de pays, Japon, Corée du Sud, Vietnam et autres. Le message est clair. Concluez un accord ou faites face à des tarifs élevés dès le 1er août. Le cuivre élargit la guerre des métaux de Trump. Ce métal est crucial pour les infrastructures, utilisé dans les centres de données, les réseaux électriques, les véhicules et les habitations. Imposer un tarif de 50% signale un passage d'une protection ciblée à une refonte économique globale. Pour le Canada, les retombées sont réelles. Hausse des prix, perturbation des chaînes d'approvisionnement et chute de la confiance des investisseurs. Même s'il n'est pas la cible directe, les secteurs canadiens ressentent l'effet d'onde. Bien que le Canada ne soit pas le principal fournisseur de cuivre des États-Unis, il joue un rôle clé dans l'écosystème mondial du cuivre. Une grande partie de sa production est raffinée en Asie avant d'entrer sur les marchés américains. Cela signifie que les exportations canadiennes, bien qu'indirectes, sont prises dans le filet des tarifs. Ce n'est pas qu'une question administrative. Les secteurs dépendants du cuivre, énergie, automobile, télécommunications sont profondément intégrés entre les États-Unis et le Canada. Lorsqu'un maillon de cette chaîne est taxé, le reste ralentit. Le Canada a déjà fait des concessions majeures. Le 30 juin, le gouvernement Carney a officiellement abandonné sa taxe sur les services numériques, une politique estimée à plus d'1 milliard de dollars canadiens par an. Cette décision visait à rouvrir les négociations commerciales bloquées avec Washington. Pendant un moment, cela a fonctionné, les négociateurs étaient de retour à la table. Mais Trump n'a pas répondu par un apaisement. Au contraire, son équipe a élargi les tensions. Les tarifs sur le cuivre ont suivi, accompagnés de menaces de droits de 200% sur les produits pharmaceutiques. Le Canada fait maintenant face à un dilemme, céder davantage ou tenir bon. En coulisses, le Canada aurait proposé un pacte de sécurité nationale et de défense avec les États-Unis, une manière d'obtenir des exemptions tarifaires à long terme sous la section 232. Mais rien n'indique pour l'instant que la Maison-Blanche est prête à conclure un tel accord. L'échéance interne du Canada est ferme, le 21 juillet. Sans accord d'ici là, Ottawa prévoit de réimposer des tarifs de rétorsion sur l'acier américain et d'autres biens. La date limite des États-Unis est le 1er août, donnant à Trump l'avantage du timing. Mais ce temps supplémentaire n'a pas apporté de clarté. L'équipe commerciale de Trump opère selon une logique de jeu à somme nulle. Pour eux, il n'y a pas de place pour un compromis équilibré, seulement la victoire. Même le Japon et la Corée du Sud, qui ont offert des achats massifs et des subventions, ont été frappés par des tarifs. Le Canada, en revanche, a évité l'escalade publique. Le Premier ministre Mark Carney a gardé les négociations à l'abri des projecteurs médiatiques, signalant une volonté de stabilité. Mais la pression monte et les options d'Ottawa se réduisent. Je tiens à souligner que, dans l'univers de Trump, rien n'est vraiment final tant que ce n'est pas final. Regardez simplement la manière dont il caractérise ces discussions. Ce qui a commencé comme un tarif sur le cuivre pourrait faire dérailler une réinitialisation du commerce bilatéral. Plus ce bras de fer se prolonge, plus il devient difficile de revenir au cadre de l'ASEAN que les deux parties avaient autrefois accepté. Le Canada ne recule pas, mais Trump non plus. Avec des échéances qui approchent, il ne s'agit plus seulement de métaux.
Il s'agit de l'avenir du commerce nord-américain et de savoir si la pression peut remplacer le partenariat. Cet accord, la Maison-Blanche, est très difficile à lire. Veulent-ils un accord ou non? Cela ne sera certainement pas bon pour aucune économie de s'imposer des tarifs mutuels et des tarifs réciproques en va-et-vient. Les gros titres ont annoncé que Trump avait gagné. Le Canada avait reculé, abandonnant sa taxe sur les services numériques quelques heures avant son entrée en vigueur. Trump a rouvert les négociations commerciales et a revendiqué la victoire. Mais en coulisses, la pression ne faisait que s'accumuler. Maintenant, Trump va plus loin, ciblant l'un des secteurs les plus vitaux du Canada, la fabrication automobile. À l'approche de l'échéance, le Premier ministre Mark Carney signale que ce combat n'est pas terminé. Ce n'est plus une simple négociation fiscale. C'est un affrontement pour la survie économique. Avec deux nations engagées et un secteur au centre, vous savez, le président continue de parler de points de friction comme la gestion de l'offre. Évidemment, il s'en prend au secteur automobile. Donc, nous verrons. C'est imminent. Il ne reste que 19 jours. Depuis mars 2025, les États-Unis ont imposé un tarif de 25% sur les automobiles canadiennes, avec de petites exemptions pour les pièces fabriquées aux États-Unis. Cette mesure a durement frappé les chaînes d'approvisionnement transfrontalières intégrées. Le Canada exporte environ 85% de sa production automobile vers les États-Unis, la plupart via des systèmes où les pièces traversent la frontière jusqu'à 6 ou 7 fois avant l'assemblage final. Mais les tarifs ont brisé ce rythme. Les constructeurs automobiles américains, confrontés à l'incertitude des coûts, ont mis en pause de nombreux nouveaux programmes d'outillage à Windsor, Ontario, le centre automobile du Canada. Certaines usines ont licencié jusqu'à 50% de leurs travailleurs d'ici mi-2025. Même la logistique a ralenti. Les camionneurs ont signalé un trafic plus lent et moins de chargement. Avec plus de 70% du commerce canado-américain transporté par camion, la perturbation s'est propagée rapidement. Je veux dire, Donald Trump semble tellement déterminé à détruire la capacité du Canada à fabriquer des voitures. Cela semble tellement cynique. Avril 2025 a apporté d'autres mauvaises nouvelles. Selon Statistique Canada, les exportations automobiles canadiennes vers les États-Unis ont chuté de 23% par rapport à avril 2024. La réaction en chaîne a été immédiate. Production arrêtée, travailleurs inactifs, investissements gelés. Mais au milieu des dégâts, Carney a commencé à recalibrer. Début juillet, le Premier ministre a rencontré les hauts dirigeants de Ford Canada, GM Canada, Stellantis et de l'Association des fabricants de véhicules du Canada. En coulisses, ils ont élaboré des réponses, allant des options juridiques aux ajustements de production. Un point de friction était le mandat canadien de véhicules à zéro émission. Au premier trimestre 2025, les véhicules électriques représentaient seulement 8% des ventes de nouveaux véhicules. Pourtant, la loi exigeait que 20% des véhicules de tourisme vendus en 2026 soient électriques ou hybrides. Les constructeurs ont averti que cet objectif était inatteignable. Ne pas l'atteindre signifierait acheter des crédits carbone ou payer jusqu'à 20 000 $ canadiens par véhicule pour des infrastructures de recharge. Face aux vents contraires économiques et aux réactions des entreprises, Carney a signalé une flexibilité, pas une capitulation. Il s'est également engagé dans des réformes à long terme, démantelant les barrières commerciales interprovinciales et accélérant les efforts de libre-échange avec l'Europe et l'Asie. C'est un virage inspiré de l'Australie, diversifiant pour s'éloigner de la dépendance aux États-Unis. Ce n'était pas une retraite, c'était une reposition. La prochaine échéance de Trump est le 9 juillet. C'est là que son gel temporaire des tarifs prend fin. À moins que le Canada ne fasse de nouvelles concessions, d'autres tarifs pourraient être déclenchés, ciblant peut-être des secteurs non taxés. Mais Carney a sa propre date en tête, le 21 juillet. C'est l'échéance qu'il a fixée pour un nouvel accord Canada-États-Unis. Sans accord, Ottawa pourrait réintroduire des tarifs de rétorsion, couvrant plus de 125 milliards de dollars de biens américains, de l'agriculture à la technologie. Pendant ce temps, le public réagit déjà. Le mouvement « Acheter canadien » gagne du terrain. Les consommateurs délaissent les vins et spiritueux américains. Les voyages transfrontaliers diminuent. Les maisons de vacances en Floride sont mises en vente. Les Canadiens n'attendent pas les politiques. Ils votent avec leur portefeuille. En coulisses, le Canada travaille également à élargir le commerce avec l'IE et l'Indo-Pacifique, renforçant sa résilience économique loin de l'influence de Washington. Les 2 prochaines semaines seront décisives. Trump poussera-t-il pour obtenir plus?
confiant que le Canada cédera encore, ou a-t-il surestimé sa position, acculant Carney dans une position où la rétorsion devient politiquement inévitable? Le 9 juillet, nous aurons peut-être une première réponse. D'ici le 21 juillet, nous saurons qui cède et qui riposte. Ce n'est pas seulement une question de voiture. C'est une question de levier, de leadership et de jusqu'où chaque côté est prêt à aller. Restez à l'écoute. La seule chose qui ne peut pas être créée ici, c'est la fin des tarifs. Ça m'a affecté assez sévèrement. La principale conséquence étant la chute complète de notre élan de vente aux États-Unis. Notre plan est de dire, produisons autant que possible au Canada. En 2025, Donald Trump a lancé une nouvelle vague de tarifs. Voitures non fabriquées aux États-Unis, 25% sur l'aluminium, l'acier, le bois d'œuvre et plus encore. Son message était simple, ramenez les usines au pays, punissez les fournisseurs étrangers, reconstruisez l'industrie américaine. Mais quelques mois après cet effort, les conséquences se dessinent, et elles ne sont pas celles promises par la Maison-Blanche. Les entreprises canadiennes se replient. Les entreprises américaines s'efforcent de s'adapter, et les Américains ordinaires paient plus cher pour les voitures, les épiceries, voire les maisons. Ron Marcoland dit que de nombreuses entreprises de la région se sont concentrées sur l'expansion du commerce avec l'Europe et l'Inde. Une récente enquête menée par le groupe montre que les tarifs continuent d'avoir un impact négatif sur les entreprises à travers le Canada. À travers le Canada, le message était clair. Les États-Unis ne sont plus un partenaire commercial stable. À Nouveau-Brunswick, le fabricant de verre Curtis Dion a vu ses ventes aux États-Unis disparaître. En 2024, les acheteurs américains représentaient 10% de son activité. En 2025, ce chiffre est tombé à zéro. Schneider Electric, une entreprise mondiale d'énergie, a fait son propre mouvement. Elle a augmenté la production de son usine à Brossard, Québec, augmentant la capacité de 30% et embauchant 17 nouveaux travailleurs. L'objectif n'était pas la croissance pour elle-même. C'était un pivot pour s'éloigner de la dépendance. L'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de produire autant que possible au Canada, peu importe ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Et les données confirment ce virage. Selon Statistique Canada, en mai 2025, les exportations vers les États-Unis ont diminué, tandis que les exportations vers d'autres pays ont bondi de près de 6%. Un record. Ce changement n'était pas symbolique. Il était structurel. Le Canada détient également un levier stratégique. L'Ontario a brièvement envisagé une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité vers les États-Unis, ainsi que sur le chlore, l'aluminium et le bois d'œuvre. Ces ingrédients clés pour les infrastructures et les biens de consommation américains proviennent en grande partie de sources canadiennes. Si les tarifs les excluent, les alternatives seront plus lentes, plus coûteuses et moins sûres. Une chose est sûre, les voitures vont devenir plus chères aux États-Unis. L'aluminium, c'est un tout autre monde. Il y a une raison pour laquelle il a été délocalisé à l'origine. Nous devons nous demander pourquoi nous ne produisons pas assez dans ce pays. À l'intérieur des États-Unis, de nombreuses entreprises sont prises au dépourvu. Les grandes marques comme Walmart ont fait des stocks à l'avance. Leurs importations en provenance de Chine ont bondi de 33% en 2024. Mais les petites entreprises n'ont pas eu ce luxe. Deer Stag, une entreprise de chaussures, importe 98% de ses produits de Chine. Sans possibilité de stocker, elles font face à des tarifs de plus de 16%, prélevés directement sur leur compte bancaire par les douanes américaines. Chez IT Logistique à Fort Worth, Texas, les entreprises se précipitent pour stocker des marchandises avant l'entrée en vigueur des tarifs. Mais cela a un coût. Entreposage, expédition, conformité, tout s'additionne, et tout est répercuté sur le client. Pour les entreprises sans grosses réserves financières, ce n'est pas une protection, c'est une punition. Cela nous amène aux personnes qui n'ont d'autre choix que d'absorber tout cela, les consommateurs américains. En mars 2025, le tarif sur l'aluminium a été porté à 25%. En mai, la prime sur l'aluminium dans le Midwest américain avait bondi de plus de 60%, selon S&P Global. Coca-Cola a averti qu'il pourrait passer à plus d'emballage en plastique pour éviter l'impact. Dans le secteur automobile, les retombées ont été plus marquées. Le prix moyen des transactions pour les voitures neuves aux États-Unis a approché les 50 000 $ en février 2025 avec les tarifs. Les analystes de Cox Automotive ont projeté des hausses de prix de 15% à 20% pour les voitures construites à l'étranger ou fabriquées avec des pièces étrangères.
Cela représente environ 6 000 $ de plus par véhicule. L'industrie de la construction a également été touchée. CoreLogic a estimé que les tarifs sur l'acier, l'aluminium et le bois d'œuvre canadien pourraient augmenter le prix d'une maison nouvellement construite de 22 000 $ au cours des 12 prochains mois. Cela s'ajoute à un marché où plus de 100 millions de ménages américains ne peuvent déjà pas se permettre le prix médian d'une maison. Trump a promis une relance, usines, emplois, acier américain. Mais la réalité avance plus lentement. Les nouvelles fonderies d'aluminium prennent jusqu'à 10 ans. Les scieries ne peuvent pas augmenter leur production du jour au lendemain. Les pénuries de main-d'œuvre et les limites environnementales se dressent en obstacle. Pendant ce temps, le Canada avance déjà, réduisant son exposition aux risques américains et trouvant de nouveaux marchés. Et aux États-Unis, ce ne sont pas la Chine ou le Mexique qui paient la facture. Ce sont les petits fabricants, les constructeurs indépendants, les familles qui essaient d'acheter leur première maison. Trump a appelé cela une stratégie commerciale. Mais pour beaucoup d'Américains, cela commence à ressembler à une facture qu'ils ne peuvent pas se permettre.